Le 1er août 1589, le dernier des Valois, Henri III, est en train de mourir poignardé par un moine fanatique. Son dernier acte en tant que roi sera de désigner sans aucune hésitation son successeur, son cousin Henri de Bourbon, roi de Navarre. Henri de Bourbon est alors le descendant direct le plus proche de Louis IX et duc Capet, et par là même l'héritier légitime de la couronne de France. Après avoir assisté à la terrible guerre entre catholiques et protestants, après avoir été emprisonné au Louvre et s'en être échappé, Henri de Navarre est donc sur le point d'accéder au trône. Mais la lutte n'est pas encore terminée. On lui dénie ce droit et le trône reste vide. À la mort d'Henri III, effectivement, les Français se réveillent avec un souverain qui a une religion qui n'est pas celle de plus de 90, peut-être 95% de la population. Henri va devoir se battre durant 5 ans avant de conquérir Paris et la couronne. Mais son règne deviendra l'un des plus célèbres pour les Français comme pour les historiens. En 15 ans, il va parvenir à réorganiser et à renforcer un pays qui se déchire depuis plus de 30 ans. Et il connaîtra une fin qu'il ne méritait pas. Il sera poignardé dans son carrosse par un fanatique pour des raisons que l'on commence tout juste à comprendre. Après 261 ans de règne et 13 monarques, la maison des Valois, branche aînée de la dynastie capétienne, doit céder le trône à la maison des Bourbons. La France a connu plusieurs décennies d'une guerre civile impitoyable et pendant 30 ans, elle a été dirigée par des rois d'une grande faiblesse. Il s'agit des 3 fils d'Henri II et de Catherine de Médicis, François II, Charles IX et Henri III. Le pays a un besoin urgent d'être repris en main par un monarque fort, attaché à la paix, capable d'unifier le pays et de lui rendre sa prospérité. Henri de Bourbon, roi de Navarre, a une confiance absolue en son destin. Il se sent élu. Mais sa foi protestante va lui valoir encore un bon nombre d'années difficiles, car la mort du Valois Henri III n'a pas mis fin à la guerre civile, et Henri IV n'a pour l'instant que le nom de roi. Bien que la religion réformée compte beaucoup de nouveaux convertis, la majorité des Français reste catholique. Depuis Charlemagne et Clovis avant lui, la royauté est étroitement liée à l'Église romaine. Après plus de 8 siècles de tradition ininterrompue, comment pourrait-on confier le trône à un hérétique ? Émus par les derniers mots de leur roi, les nobles acceptent son cousin Henri de Navarre. Ils le considèrent comme l'héritier légitime et lui offrent leur soutien immédiat. Puis, tout aussi rapidement, ils font volte-face et se déclarent consternés à l'idée qu'un roi protestant puisse monter sur le trône de France et refusent de le reconnaître comme Henri IV, à moins qu'il ne se convertisse immédiatement au catholicisme. Non seulement c'est un hérétique, mais c'est ce qu'on appelle un relapse, c'est-à-dire quelqu'un qui a été catholique une partie de sa vie et qui est revenu à l'hérésie. Donc c'est encore plus grave. Henri IV a changé une bonne demi-douzaine de fois de religion entre sa naissance et 1589, et donc il ajoute à la casquette, si j'ose dire, de l'hérétique calviniste, du disciple de Calvin, la casquette de celui qui, d'une certaine façon, n'a pas vraiment de religion, qui est capable d'en changer et qui l'a prouvé maintes fois. De qui espérer un tel changement de foi, si ce n'est d'un homme qui n'en a aucune ? Le chef que les catholiques de la Ligue veulent voir succéder à Henri de Guise, leur héros assassiné, est son frère, le très gros et très ambitieux Charles de Lorraine, duc de Mayenne. Il se proclame lieutenant général de l'État royal et de la couronne de France. Le parti de la Ligue tente de faire proclamer roi le cardinal de Bourbon sous le nom de Charles X. C'est l'oncle d'Henri de Navarre, et il offre à l'Église la possibilité de présenter au trône un héritier parfaitement légitime. Mais il est âgé de 66 ans et toujours emprisonné suite à son arrestation par Henri III. Il meurt d'ailleurs l'année suivante à Fontenay-le-Comte. En vérité, il n'est qu'une figure de proue, utilisée pour gagner la couronne et être remplacé ensuite par le duc de Mayenne ou le jeune duc de Guise, également séquestré à cette époque. Philippe II d'Espagne, depuis son palais de l'Escurial, a l'audace d'ignorer la loi salique
et de suggérer que sa fille, l'infante Claire-Eugénie, monte sur le trône vacant. Elle est la fille de sa troisième femme, Élisabeth de Valois, ce qui en fait la petite-fille d'Henri II. Henri IV n'a derrière lui qu'un sixième de la France et une armée affaiblie par près de 20 000 désertions. On lui conseille donc d'arracher Paris à la Ligue. Il n'y a qu'un seul problème. Les forces d'Henri sont insuffisantes pour livrer bataille ou assiéger Paris. À la mi-août, le roi se dirige vers la Normandie. Ainsi contrôle-t-il bientôt les régions de l'Oise et de l'Eure, dont Paris dépend en grande partie pour se nourrir. De là, il avance vers Dieppe, prenant sans difficulté les villes qu'il croise sur son chemin et répandant la rumeur que son but est de s'emparer de la ville très catholique de Rouen. Apprenant cela, le duc de Mayenne quitte Paris et se dirige vers la Normandie, comme Henri l'espérait. Celui-ci va devoir affronter la puissante armée de la Ligue, sans argent, avec une troupe réduite au minimum et un ravitaillement de fortune. Mais son tempérament de Gascon lui interdit de se laisser abattre. On dit qu'il répondit en apprenant à quel point ses adversaires étaient plus nombreux : « Vous n'avez pas tout compté, vous avez oublié Dieu et la juste cause qui sont de mon côté. » Le duc de Mayenne, qui remplace François de Guise, qui a été assassiné, on le sait, à Blois par Henri III, lève sa grande armée, une armée qui compte 2 fois plus d'hommes que celle d'Henri IV, et arrive dans la vallée de la Béthune, à Dieppe. Henri IV se dit « Je suis le moins fort, étant donné que je n'ai pas de troupes suffisamment nombreuses, donc je vais être le plus malin. » Et il prend possession des ruines du château, un vieux château sur les hauts d'Arques, qui n'était pas encore Arques la bataille, château construit autrefois par Guillaume le Conquérant, et il installe là son artillerie. Il fait creuser des tranchées de plus de 2 mètres de profondeur et il place ses canons sur des collines stratégiques autour de la ville d'Arques, Dieppe, qui est sienne à présent, étant derrière lui. La bataille d'Arques démarre dans la brume d'un matin de septembre. Protégées par leurs fortifications, les troupes du roi vont tenir ferme contre les vagues successives d'assaillants. Le duc de Mayenne est trop confiant et ses troupes se révèlent bien peu vaillantes. Quand le brouillard se lève, les canons du roi commencent à frapper leurs cibles depuis les collines avec une précision impressionnante. Et avant midi, la bataille est terminée. Ce ne fut pas une grande victoire, et il y eut bien d'autres batailles. Mais elle eut un effet psychologique décisif. Le roi gagne du terrain et prend de plus en plus confiance. Il va être reconnu et couronné roi de France sans avoir à trahir sa foi. L'Espagne et Rome sont tenus d'aider la Ligue. Alors Philippe II d'Espagne, qui succède à Charles Quint, qui avait fait tant de misère en François Ier, envisage, lui, naturellement, de soutenir la Ligue des catholiques, car c'est un roi catholique, et par la même occasion de reprendre possession complètement de tous les territoires qu'il souhaite caresser et posséder en France. Donc il se prête à la Ligue dans l'espoir, certainement, de pouvoir la doubler une fois la victoire acquise. Henri, lui, reçoit le soutien des ennemis de l'Espagne et des amis de la Réforme. Les calvinistes hollandais, les protestants d'Allemagne, les Anglais et les Vénitiens ne veulent pas que l'Espagne s'impose en France. Le pape Sixte Quint, qui a excommunié Henri en 1585, est assez fin pour comprendre que la sauvegarde du catholicisme romain n'est pas la seule raison pour Philippe de se mêler des affaires de la France. Il envisage à présent d'autoriser la conversion d'Henri de Navarre comme une condition préalable à son couronnement. Enfin, malgré la propagande massive de la Ligue, une partie croissante de la population affirme préférer voir un Français, fût-il hérétique, sur le trône, plutôt que de subir l'ingérence de la monarchie espagnole. Le Français lambda se doute bien que l'invasion espagnole pour garder la couronne catholique cache quelque chose, que c'est un jeu trouble, que c'est interlope. Si bien que Philippe II et son armée d'Espagnols n'est pas du tout bien apprécié sur le territoire. Encouragé par la victoire et le soutien de ses alliés, Henri quitte Arques et se dirige vers Paris. Il arrive aux portes de la ville le 1er novembre, avant le duc de Mayenne, et met en place un siège qui paraît plein d'avenir. Mais à cause d'une erreur tactique, un pont qui n'a pas été sécurisé, il doit laisser Paris derrière lui une fois de plus. Il va passer les mois d'hiver froids et humides à Tours. Ce sont pour lui des jours sombres dont sont absents l'humour, la chaleur
et l'espoir qui le caractérisait. À la fin janvier 1590, toute la Normandie est quasiment sous le contrôle du roi. La seule ville encore détenue par la Ligue est Rouen. Henri projette de faire sortir de Paris le duc de Mayenne, de le battre et de marcher de nouveau sur la capitale. Le 14 mars, la Ligue affronte les royalistes près de Dreux, dans la plaine de Saint-André. Henri est de nouveau en sous-effectif, mais il sait aussi qu'il est le roi légitime et qu'il est le seul à pouvoir ramener la paix dans le pays. Les paroles qu'il lance à ses troupes avant le combat sont passées à la postérité. Si vous perdez vos enseignes, vos cornettes ou vos bannières, ralliez-vous à mon panache blanc. Vous le trouverez toujours au chemin de la victoire et de l'honneur. Le roi paie de sa personne dans les batailles, spécialement à Ivry, et c'est un grand événement militaire qui va entraîner le ralliement d'une partie de soldats, d'une partie de grands seigneurs qui voient désormais un peu le vent tourner en faveur de ce roi, pourtant protestant. 2 heures plus tard, le chef de la Ligue se retire en abandonnant son infanterie. C'est une victoire totale que l'on doit au génie militaire et à l'héroïsme. Henri avait repris confiance en s'emparant de la Normandie. Il contrôle maintenant de nombreux points essentiels dont dépendent les Parisiens. Henri place Paris en état de siège, mais l'assaut du 12 mai 1590 est encore un échec. La ville est bien défendue. Il met en place un blocus en espérant que les habitants finiront par se rendre au bout de quelques mois. Le grand siège de Paris, celui de 1590, va durer plusieurs semaines. Cela sera un siège terrible. La population parisienne va mourir de faim. Il y aura des dizaines de milliers de victimes. C'est l'un des événements les plus tragiques des guerres de religion. En août, il semble sur le point d'y arriver quand le duc de Parme arrive pour libérer Paris. Dans une brillante initiative, le duc prend durant la nuit la ville voisine de Lagny, construit un pont de bateau en travers de la Marne et entre dans Paris avant même qu'Henri ne la prenne. Quelques jours plus tard, il fait acheminer 1500 chariots emplis de nourriture. Henri se bat et gagne des villes sans grand intérêt militaire avant de se résoudre, 18 mois plus tard, à tenter le siège de la ville de Rouen tenue par la Ligue. Mais les Espagnols la soutiennent avec ferveur. Henri a donc besoin d'aide. L'Allemagne et les Pays-Bas lui apportent leur aide, et la reine Élisabeth d'Angleterre, malgré ses réticences, n'a d'autre choix que de venir elle aussi au secours du roi protestant. Pourtant, encore une fois, Henri est finalement doublé par le duc de Parme. En avril 1592, Rouen est libéré. Henri réussit toutefois à poursuivre la Ligue et les forces espagnoles, et inflige au duc une blessure mortelle à laquelle il succombera un peu plus tard. Henri III est mort 3 ans plus tôt. L'image d'un trône vide commence à apparaître sur les pièces de monnaie. Malgré ses succès militaires, les tentatives d'Henri pour conquérir Paris se sont toutes soldées par des échecs jusqu'à présent. Des dissensions se font jour au sein de la Ligue. Les plus extrémistes demandent au duc de Mayenne de procéder à l'élection d'un roi catholique et d'accepter les revendications de leurs alliés espagnols, les Habsbourg. La frange modérée du parti commence quant à elle à encourager la réconciliation avec Henri IV. Le plan de l'ambassadeur espagnol, qui consiste à placer l'infante d'Espagne sur le trône, ne fait que développer le sentiment nationaliste des Français. La France veut un roi français et catholique. C'est donc dans ces circonstances que le roi précipite les choses. Il décide de faire le saut périlleux justement pour couper court aux prétentions des autres princes, voire princesses, à la couronne de France. C'est une conversion largement politique. Henri de Navarre a toujours su qu'on en arriverait là. Pour être roi, il doit être catholique, sacrifier sa religion, la foi que lui a transmise sa mère Jeanne d'Albret, et ce, pour le bien du pays. Il n'y a qu'à travers cette conversion qu'il pourra instaurer la liberté de culte pour tous. On vous dépeint toujours Henri IV comme quelqu'un qui, pour des raisons d'opportunité, devient catholique, en disant « Paris vaut bien une messe ». C'est la phrase qui lui est toujours prêtée, qui est en fait une phrase qu'il n'a jamais prononcée, on la trouve dans aucune de ses lettres, ni dans les propos qui ont été rapportés.
C'est quand même une philosophie et une phrase qui résume à peu près bien ce qu'il pensait. Mais en réalité, ce qu'il voulait, toujours cette idée fixe, s'installer au Louvre, retrouver un royaume à peu près pacifié. Il fallait pacifier, quand on est protestant, il faut pacifier, il faut donner des gages au camp d'en face, c'est-à-dire aux catholiques. Et puis, il y a une autre idée qui peut souligner, c'est que chez les protestants, ils étaient contre l'idolâtrie, ils étaient contre le pouvoir des religieux et contre le pouvoir royal. Et quand on veut être roi de France, il vaut mieux être du parti catholique. On sait que ce choix lui coûta beaucoup. Dans une lettre à sa maîtresse, il révèle la lourde signification de cet acte. « Demain, je vais accomplir un saut périlleux. » La majorité de la France est catholique. Si lui veut faire partie de la majorité des Français, il faut qu'il se convertisse. Alors, il accepte de jouer le jeu de la conversion et de se faire reconnaître comme catholique à Saint-Denis. Le 25 juillet 1593, dans la basilique de Saint-Denis, le roi abjure la religion réformée et reçoit l'absolution. Le soir même, le ciel de Paris est illuminé par les nombreux feux de joie allumés par une population en délire. Au cours de l'hiver, la cause du roi a continué à progresser, mais une part importante du royaume lui reste opposée. Cette fois encore, Henri va mettre à profit son instinct politique et, au lieu d'attendre l'assentiment total de la population, il va utiliser le couronnement pour obtenir son accord. Les portes de Reims, où ont lieu habituellement les couronnements, lui restent fermées. La ville est aux mains de la Ligue. Mais comme une ampoule d'huile sacrée se trouve à Tours, le 27 février 1594, Henri est enfin couronné en la cathédrale de Chartres. Henri savait que l'esprit de vengeance empêcherait que s'installe une paix durable. Pour éviter cela, à l'exception des plus virulents ligueurs qui sont bannis, tous les autres sont amnistiés pour les crimes commis durant les guerres. C'est un acte de clémence sans précédent. En pardonnant à ses ennemis, il espère gagner leur allégeance. Mais cela va se révéler plus compliqué. Henri IV est un roi soldat, mais ce n'est pas qu'un soldat, c'est un politique assez fin qui sait négocier, qui sait pardonner et qui sait passer des alliances avec ses anciens adversaires. Et c'est ce qu'il fait en particulier avec les villes ligueuses qui se rallient, il pardonne, ou bien avec les grands seigneurs catholiques de la Ligue, à qui il va également pardonner, à qui il va même donner des pensions, des dons assez importants pour oublier le passé. Il mène une politique de clémence, qui surprend d'ailleurs, une politique de clémence qui va être jugée comme inspirée par Dieu. Pour être prudente, la stratégie n'en est pas moins efficace puisqu'en moins d'un an, il retrouve plus de la moitié de son royaume, auparavant sous la domination de la Ligue. Fin 1594, le trésor a été épuisé pour acheter la Ligue. Le manque de soutien et une tentative d'assassinat dans les derniers jours de l'année le rendent déprimé. La dépression du roi, liée au long combat mené pour se faire accepter sur le trône, a sans nul doute influencé sa décision de punir l'Espagne pour les années où elle ravagea la France. Il avait beaucoup à perdre dans cette opération, mais aussi tout à gagner. Cela lui permettra d'unir le pays, de regagner ses amis protestants et de rallier peut-être davantage de catholiques derrière lui. Henri déclare officiellement la guerre à l'Espagne en janvier 1595. L'une de ses premières victoires, à Fontaine-Française, le 5 juin 1595, est suivie d'une bonne nouvelle. Le pape désire se réconcilier avec lui. Henri retrouve sa bonne humeur habituelle et son optimisme. Le roi est réveillé au Louvre par la nouvelle que la France a perdu Amiens contre l'Espagne. Il cache ses craintes et rassemble avec confiance ses dernières forces pour reconquérir la ville. 5 mois plus tard, les Espagnols cèdent en face du siège éprouvant que leur inflige Henri IV. Le 25 septembre, ils reconnaissent leur défaite et se retirent officiellement d'Amiens.
Le roi de France n'a pas seulement retrouvé la ville, il a aussi gagné la loyauté et l'admiration de son peuple. L'Espagne est avide de paix et s'empresse d'entamer des négociations. Tandis que les négociations suivent leur cours, Henri se tourne vers le problème intérieur le plus urgent, la revendication de liberté religieuse des Huguenots. Il ne peut se permettre d'ignorer plus longtemps la montée des tensions. Mécontents, les protestants représentent une menace pour la paix. On établit les termes d'un accord et le 13 avril 1598, Henri IV signe l'édit de Nantes qui met fin à 30 années de lutte pour la liberté de culte. Les Huguenots sont entièrement amnistiés des crimes commis pendant la guerre civile et obtiennent la garantie de leurs droits civiques et de leur liberté de conscience. Les adeptes de la religion réformée ont maintenant le droit d'exercer librement leur culte de façon privée partout en France et de façon publique dans 200 villes désignées. En outre, ils peuvent désormais hériter de biens, se livrer au commerce, fréquenter les écoles et les universités et être traités avec équité dans les hôpitaux. Les protestants sont reconnus comme une entité politique, avec ses propres villes fortifiées et ses garnisons, financées par la couronne, pour garantir sa sécurité. Henri IV établit la coexistence non violente de deux confessions, dont une est légitime et pas l'autre. Mais il devient quand même, grâce à l'édit de Nantes, ce symbole, ce souverain symbole de l'exercice de la tolérance et, j'allais dire, d'un pouvoir politique qui parvient à imposer la tolérance à des sujets partagés entre deux confessions religieuses. Cette politique audacieuse de liberté religieuse va devenir la plus grande réussite du règne d'Henri IV. Un mois après la proclamation de l'édit de Nantes, est signé le traité de Vervins, qui met fin définitivement à la guerre avec l'Espagne. À la fin du siècle, près de 12 ans après la mort d'Henri III à Saint-Cloud, Henri IV est enfin souverain dans son royaume. Pendant très longtemps, il a eu un petit peu, il était assis entre deux chaises, entre le parti huguenot, le parti catholique. Mais là, ça y est, il a réussi à faire la synthèse, à regrouper tout le monde et à faire en sorte que la France soit en paix. Et il est reconnu comme roi et comme un grand roi. Mais reste la question de la reine. En 1599, le roi tombe gravement malade et chacun se rend compte du cataclysme qui s'abattrait sur la France s'il venait à mourir sans héritier. À 46 ans, il lui faut une épouse digne de son rang. En 1591, Henri entame une relation avec Gabrielle d'Estrees. Gabrielle d'Estrees était la maîtresse de son grand écuyer, Bellegarde. Et Bellegarde, un jour, dit à son ami Henri « J'ai rencontré une femme qui est merveilleuse ». Henri lui dit « Je veux la voir ». Et il l'emmène au château de Queuvre et Henri tombe amoureux immédiatement, sur le moment, de la petite Gabrielle d'Estrees qui était, disait-il, une Vénus picarde aux rondeurs flamandes. Et il dit à Bellegarde « Bon, écoute, c'est terminé pour toi, tu me la laisses. » Bon, elle restera encore pendant quelque temps du dernier bien avec Bellegarde, mais elle finit par céder à l'insistance d'Henri IV, qui pourtant, elle le disait elle-même, sentait de l'aile et du gousset. Bon, mais il a pris des leçons de toilette pour pouvoir achever de la séduire, et il va vivre avec elle une merveilleuse histoire d'amour. Il lui fera d'ailleurs 3 enfants. Elle sera son plus grand amour et aura beaucoup d'influence sur les décisions importantes qu'Henri devra prendre. C'est elle qui le convainc de renoncer à sa foi protestante, qui lui conseille Sully comme Premier ministre, et bien qu'elle fût catholique, elle lui inspirera l'édit de Nantes. Sa belle maîtresse lui a dit un jour, elle dit « Je crains toujours de ne jamais vous retrouver, d'apprendre que vous avez été blessé à mort. On ferait mieux de signer définitivement la paix avec un édit de tolérance. » Et c'est poussé par Gabrielle d'Estrees qu'il va donc à Nantes signer cet édit merveilleux. Contre la coutume et les intérêts de l'État, Henri s'entête depuis plusieurs années à vouloir épouser sa maîtresse. Fort de la confirmation que Marguerite de Valois accepte d'annuler leur mariage, l'heureux couple pense que tout est en place pour exaucer ses vœux. Mais une semaine avant le mariage, Gabrielle succombe brusquement à une mystérieuse maladie. Sans doute une prééclampsie provoquée par sa 4e grossesse.
Henri IV n'était pas un simple coureur de jupons, c'était un amoureux qui écrivait de très belles lettres d'amour et qui a eu plusieurs passions successives. Et Gabrielle d'Estrées est certainement sa plus grande passion. Pendant 9 ans, le roi lui a été fidèle. Et quand elle meurt, il écrit « La racine de mon cœur est morte et ne reprendra plus ». Après la perte de son grand amour, le roi âgé maintenant de 45 ans ressemble à un vieillard. 5 ans de lutte et de guerre l'ont profondément marqué. Tandis que ses ministres lui cherchent activement une prétendante à la hauteur, ses courtisans se pressent pour le distraire avec une nouvelle maîtresse. C'est la belle et impitoyable Henriette d'Entraigues qui est élue. Elle est sans aucun doute la plus dépourvue de morale et la plus rusée des maîtresses du roi. Celui-ci tombe aussitôt dans sa toile et il ne s'en échappera que bien des années plus tard. On ne sait pas en quelle mesure elle n'a pas trempé dans les multiples complots qui ont armé le bras de Ravaillac. Il y a des doutes là-dessus, il y a quelques témoignages étranges à ce sujet. On sait qu'elle a conçu un très fort dépit de n'avoir pas pu épouser le roi à la mort de Gabrielle d'Estrées, parce que le roi, en définitive, a choisi quelqu'un qu'il ne connaissait pas. Mais le peuple et l'État réclament un mariage qui assurerait un héritier légitime. Sans cela, tous les efforts d'Henri pour sauver le pays de l'autodestruction s'avéreraient vains. Malgré les doutes qu'il éprouve à épouser quelqu'un de la famille de Catherine de Médicis, il accepte d'accélérer les négociations avec le grand-duc de Toscane, qui serait prêt à lui accorder la main de sa fille, Marie de Médicis. L'importante dot de la demoiselle permettra de rembourser la dette de la France envers le duc, qui avait financé la lutte contre la Ligue. Au printemps 1600, en apprenant les fiançailles du roi avec la riche Florentine, sa maîtresse entre dans une rage folle. En octobre 1600, Marie de Médicis épouse le roi par procuration, depuis Florence. Impatiente, elle s'embarque ensuite pour Livourne, puis peu après pour Marseille. Plus tard, Rubens peindra l'arrivée majestueuse de Marie sur les côtes françaises. Mais en vérité, l'absence de l'époux écarta tout semblant de cérémonie. Déçue d'avoir fait ce voyage éprouvant dans un froid glacial, sans escorte ni accueil digne de son rang, Marie est heureusement surprise de trouver en son roi un mari aimant, attentif et respectueux. Leur première rencontre, à Lyon le 9 décembre, semble être un succès. Avant même de rentrer à Paris pour préparer l'arrivée de la reine, le roi annonce avec bonheur que son épouse est enceinte. La jeune Florentine envisage avec optimisme l'avenir de son nouveau pays. Mais la passion du roi pour sa maîtresse n'est pas éteinte. En fait, si Henri décide de prendre la route avant son épouse, c'est qu'il a projeté un rendez-vous secret avec Henriette. Et lorsqu'un peu plus tard, il la quittera pour rejoindre sa femme, elle sera également enceinte. Un dauphin, futur Louis XIII, naît en septembre. Henri embrasse Marie, épuisée par la mise au monde, et la félicite de s'être acquittée si vite de son devoir envers son roi et la France. Les inquiétudes quant à l'absence d'un héritier prennent fin. La reine est fière d'avoir pu donner à Henri quelque chose dont sa maîtresse était incapable. Durant plusieurs années, le roi ne cessa de se quereller avec les 2 femmes de sa vie et de chercher consolation auprès de nouvelles conquêtes. Après s'être enfin libéré définitivement des griffes d'Henriette, il rencontrera à 56 ans le dernier amour de sa vie, Charlotte de Montmorency, âgée alors de 15 ans.
elle est trop jeune pour paraître à la cour, et pour paraître à la cour, il faudrait qu'elle soit mariée. Donc il décide de la marier. Il va la marier à qui ? Au petit prince de Condé, Henri, le petit prince de Condé, qui, selon lui, était inoffensif, puisqu'il passait pour préférer les beaux éphèbes aux belles jeunes filles. Mais que s'est-il passé ? Eh bien, à partir du moment où Condé a épousé la petite Charlotte, il est tombé follement amoureux d'elle, il la kidnappe, et il disparaît à Bruxelles avec elle. Et c'est d'ailleurs Charlotte qui sera la maman du grand prince de Condé que l'on connaîtra sous le règne de Louis XIV. Henri aura beaucoup d'enfants, auprès desquels il pourra se détendre. Marie de Médicis lui donnera 6 enfants, dont 4 survivront jusqu'à l'âge adulte. Mais il aura aussi des enfants de ses maîtresses. Les 3 enfants de son grand amour, la malheureuse Gabrielle d'Estrées qui mourut enceinte, les 2 enfants d'Henriette d'Entraigues et les bâtards issus de ses nombreuses autres liaisons. Ils seront tous élevés ensemble par les gouvernantes royales, car il refusa de les séparer comme c'était la coutume. Ils grandiront à Saint-Germain-en-Laye et il les aimera tous également. La passion du roi pour sa progéniture est reflétée dans le récit de l'ambassadeur d'Espagne qui, venant s'entretenir avec lui, le trouva à 4 pattes dans la pièce avec quelques petits sur son dos. Il venait lui-même jouer avec eux, il se promenait à 4 pattes, il les mettait sur ses épaules, il les transportait comme ça, il les épouillait, il leur enlevait les poudres et les cheveux. Voilà, c'était un très très bon papa. Henri IV se voyait lui-même comme le libérateur et le restaurateur de la France. L'impact dévastateur de la guerre civile fut atténué par des années d'inflation que ressentirent toutes les classes sociales. Henri mit en place rapidement un conseil de 12 membres, parmi lesquels Sully, infatigable et loyal serviteur du pays et grand administrateur. Avec Sully, Henri travailla d'abord à restaurer l'économie française en mettant en œuvre une fiscalité plus efficace et remettant de l'ordre dans les finances de l'État. Henri IV se trouve à la tête d'un royaume martyrisé, dont la population a stagné, dont les ressources agricoles ont baissé. Le peuple est désabusé par toutes ces années de privation, par les pestes également qui l'ont marqué. Le roi doit reconstruire son royaume. Il va mener une politique fiscale intelligente, mais très ferme néanmoins, en baissant les impôts directs, la taille, mais en augmentant les contributions indirectes, qui ont l'air d'être un peu plus facilement supportées par les sujets. Mais il ne faut pas cacher que cette politique va provoquer un certain nombre de révoltes. Un examen plus approfondi des impôts, des privilèges et des lois devait inévitablement toucher au portefeuille de la noblesse et éveiller les ressentiments. Henri savait qu'il ne pouvait faire entièrement disparaître les rentes et exonérations à laquelle celle-ci était accoutumée. Le premier roi Bourbon va se positionner en père du peuple. À ce titre, il va défendre les projets destinés à améliorer la vie de ses sujets. C'est ainsi qu'en 1600, il dit à un visiteur : « Si Dieu me donne encore longtemps vie, je ferai qu'il n'y aura point de laboureur en mon royaume qui n'ait le moyen de mettre la poule en son pot le dimanche. » Le roi sait que le succès de la France dépend du succès de ceux qui travaillent pour elle. Cet engagement envers les hommes ordinaires est la raison pour laquelle Henri IV est le seul roi de France dont la mémoire soit restée vivante dans l'esprit des pauvres après la Révolution. Si la France veut prospérer, il lui faut exporter un maximum et importer un minimum. Henri IV voit donc dans l'agriculture le projet le plus urgent. C'est en se basant sur l'agriculture qu'il a décidé de relever la France. De là, ensuite, viendra l'artisanat et on va tracer des routes, etc. Enfin, il donne vraiment un coup de renouveau à son royaume. Contrairement à son petit-fils Louis XIV, il encourage la noblesse à quitter la cour et à s'établir sur ces terres trop longtemps négligées pour y reconstruire les ateliers et les fermes en ruine. Pour développer le commerce, il fait réparer les routes, construire un nouveau système de routes bordées d'arbres, de nouveaux ponts, des écluses, des quais, et creuser de nouveaux canaux. La guerre et ses conséquences a rendu la France dépendante d'autres pays pour certaines denrées. Henri en réduit l'importation en stimulant la production nationale. Les matières premières comme la laine, le tissu, le fer et l'acier sont au centre de cette préoccupation.
Henri IV ne sous-estime pas l'importance de construire des édifices témoignage de la grandeur des Bourbons. Le roi fait de nouveau de Paris une grande ville. Entre 1595 et 1610, il construit le Pont Neuf. Enjambant la Seine, il relie encore aujourd'hui la rive droite et la rive gauche. Un autre projet qui lui tint à cœur fut le château de Fontainebleau avec ses 2 cours, la galerie de Diane, la galerie des Serres et les jardins longeant le grand canal, peuplés de statues de bronze et de fontaines. La politique de reconstruction d'Henri IV passe par des réalisations monumentales tout à fait importantes. Alors que ses prédécesseurs, Charles IX, Henri III, à cause des guerres civiles, n'avaient pas beaucoup bâti, Henri IV va bâtir beaucoup. Il va achever un certain nombre d'ouvrages d'art à Paris. On parle aujourd'hui en art comme en architecture de style Henri IV. La vision du roi comprend la planification urbaine et la santé publique. Il fait élargir et paver les rues sales, développer l'acheminement de l'eau, construire un certain nombre d'hôpitaux et, dans les dernières années de sa vie, il tente d'améliorer les logements. Il construit la place Royale, connue depuis 1800 sous le nom de place des Vosges. Mais son projet, amorcé en 1608 pour reloger et mettre au travail les pauvres de la capitale dans un tout nouveau quartier, sera abandonné à sa mort. L'objectif ultime d'Henri IV, comme l'évoque Sully dans ses mémoires, était un projet d'organisation de l'Europe qu'on appellera plus tard le Grand Dessein. L'idée était d'avoir une confédération de pays présidée par un empereur élu et dotée d'un traité de paix et d'assistance mutuelle. On a prêté à Henri IV l'idée de ce qu'on appelle un grand dessein. Qu'entend-on par ce grand dessein? Il s'agirait d'une sorte de confédération européenne qui permettrait un système de stabilité et d'équilibre entre les grands États d'Europe et ce qui permettrait à Henri IV, roi de France, d'éviter la tutelle de l'empereur, la tutelle des puissants princes de la maison de Habsbourg. Une alliance entre les États, entre des puissances de taille moyenne, en évitant qu'il y ait un État qui prenne la tête sur les autres. C'est ce qu'on appelle le grand dessein d'Henri IV, si l'on en croit son ministre Sully. Pourquoi Henri IV n'en a-t-il jamais parlé lui-même? Il n'en a pas parlé au Parlement, il n'en a pas parlé dans ses lettres. Est-ce que Sully a voulu justifier cette guerre un peu folle contre l'Autriche et l'Espagne en mettant en avant ce grand dessein royal? Après 10 ans de paix, Henri a hâte de remonter en selle, mais parler de guerre rouvre d'anciennes blessures. Certains craignent que le roi ne mette inutilement en péril la bonne santé d'un État restauré. Plus que jamais, Paris représente un danger. On dit qu'Henri est retombé dans une de ses phases de mélancolie. Il craint d'être assassiné s'il ne quitte Paris pour se battre. Il accepte de confier à sa femme la régence, tandis qu'il s'éloigne pour traiter d'affaires d'État. Tout est prêt pour qu'elle soit couronnée. Mais encore, malgré ses pressentiments, il est forcé d'attendre. Enfin, la cérémonie a lieu le 13 mai. Les récits disent que le roi était heureux de voir sa femme couronnée. Mais quelques jours plus tôt, il lui fit part de ses prémonitions à propos de sa mort imminente. Le 14 mai 1610, le roi devait se rendre à l'Arsenal, chez son ami et ministre Sully. Il était agité et hésitait à partir. Il prit congé de la reine en l'embrassant plusieurs fois avant de se résoudre à monter dans son carrosse. Il sort du Louvre, il s'engage peu après rue de la Ferronnerie, et là, rue de la Ferronnerie, il y a un embouteillage. Une charrette est renversée, le carrosse est arrêté. Le roi n'a pas voulu, au départ du Louvre, il n'a pas voulu d'escorte. Il a juste une escorte extrêmement simple, 4 cavaliers. Et il est au milieu de la foule, en fait. Et là, il y a quelqu'un qui arrive avec un poignard, qui monte sur une petite borne. Il y avait beaucoup de petites bornes pour monter à cheval, qui servaient à monter à cheval. Il monte sur une borne, une jambe sur une borne, une jambe sur la roue du carrosse, et il poignarde 3 fois le roi. Le roi dit « ce n'est rien » et tout, enfin il se met à cracher du sang et il meurt
sans doute tout de suite. Il y avait devant le carrosse un chevalier qui s'appelait le baron de Courtomer, qui était un petit peu en avant-garde et qui voulait aller prévenir Sully à l'Arsenal de l'arrivée du roi. Quand le baron, en tournant la tête, a vu que le carrosse était immobilisé par la charrette de foin, puis ensuite il y a eu un attroupement autour du carrosse, parce qu'il y avait l'assassin que d'Épernon tenait, que tout le monde tenait, que la foule après voulait lyncher, etc. Le baron de Courtomer a tourné bride, il est revenu vers le carrosse, et là, il a vu une dizaine d'hommes, visiblement des soldats, mais sans uniforme connu, partir à cheval dans les rues adjacentes et disparaître. Et ce témoignage, qui est un témoignage vraiment attesté, qui a été fait au procès, qui a un peu intéressé le président du tribunal, mais on a dit, bon, ben, ils ont disparu, on ne sait pas qui c'était, on ne sait pas, on ne va pas plus loin, on ne cherche pas plus loin. C'est un témoignage qui a toujours été troublant. Que faisaient ces hommes en armes autour du carrosse? D'où venaient-ils? Certains pensent que cet acte avait été commandité par un ennemi de l'entourage même du roi. Mais même sous la torture, le régicide affirma qu'il avait agi de son propre chef. La mort soudaine du roi, à 56 ans, fut une perte immense. Qui sait ce qu'il aurait fait pour la France s'il avait vécu plus longtemps? Malgré le peu de temps dont il avait disposé, il laissait derrière lui une France forte et opulente. Grâce à lui, le pays était redevenu prospère et avait retrouvé sa puissance militaire. Le roi a remporté les guerres de religion, si l'on peut dire. Il a pacifié son royaume, mais il meurt tragiquement en 1610, assassiné par Ravaillac. Le choc est tellement fort, les Français sont tellement effrayés, ils ont tellement peur que les guerres civiles reprennent, comme elles avaient eu lieu pendant 30 ans auparavant, qu'ils vont idéaliser assez rapidement la figure de ce roi pacificateur, de ce roi Henri, qui a donné la paix au royaume de France. Mais pendant assez longtemps, le roi a été jugé avec suspicion par beaucoup de sujets, et c'est vraiment sa mort qui fait de lui une sorte de saint royal. Henri IV est enterré à la basilique de Saint-Denis. Sa veuve, Marie de Médicis, va assurer la régence jusqu'en 1617, puisque leur fils, le futur Louis XIII, n'a alors que 9 ans. Henri IV n'avait eu qu'un peu plus de 10 ans à consacrer aux affaires de l'État. Aussi, nombre de ses entreprises ne parviendront pas à terme. Mais sa vision de la France et les risques qu'il a pris pour la réaliser ont posé les bases de la prospérité future du pays. 4 ans seulement après sa mort, on lui érigea une statue sur le Pont-Neuf. Cette statue, comme celle de tous les autres rois de France, fut détruite pendant la Révolution, mais c'est la première qui fut reconstruite en 1818. Henri IV fut incroyablement populaire au cours de son règne et l'est resté. Il a sauvé et reconstruit un pays ruiné, déchiré par des idéologies rivales. Et son œuvre lui a survécu. Il est le roi de France que l'on cite le plus souvent. Parmi bien d'autres, 4 expressions célèbres ont traversé les siècles pour entériner l'image du bon roi Henri IV. La première inspire l'affection. Une poule au pot tous les dimanches, et le décrit comme l'ami et le bienfaiteur de son peuple. Elle témoigne de son attention envers ses sujets. Le vert galant fait référence à son caractère fougueux et à l'insatiable coureur de jupons qu'il était. On retient également, et surtout dans la légende, la fameuse poule au pot que lui mangeait à sa manière la plupart du temps, c'est-à-dire à la béarnaise, quand il allait dormir chez l'habitant, et souvent avec l'habitante. Les deux autres rendent compte de sa gloire militaire et de son souci de préserver l'unité du pays. Ne perdez point de vue mon panache blanc, évoque l'image du fringant chef militaire, et Paris vaut bien une messe, reflète sa volonté sans faille de mettre fin aux guerres de religion et d'unifier la France. Il est surnommé le bon roi Henri, ou le vert galant, ou parfois Henri le Grand.
Jusqu'à sa mort, Henri garda une jeunesse d'esprit et une vigueur exceptionnelle. Mais son combat long et difficile pour les droits des Huguenots avait marqué son visage. Quand il succéda en 1589 à Henri III et qu'il devint Henri IV, il était un roi sans royaume, un mari sans femme, un général sans fortune. Et il lui était impossible, comme il le comprit avec le temps, de changer cela tant qu'il restait protestant. Pour être roi, il devait devenir catholique. Il se plia donc à ce qui était exigé de lui. Une fois roi, il put atteindre son objectif, rétablir la paix dans le royaume et assurer la liberté religieuse pour son peuple. Henri de Bourbon, roi de France et de Navarre, pour être le préféré des Français, n'en est pas moins critiquable. Certains ont interprété la phrase « Paris vaut bien une messe » comme un désir brûlant de pouvoir. Mais il n'avait pas d'autre recours, et cela lui coûta beaucoup. Il a aussi été taxé de manque d'intelligence. S'il ne connaissait pas les manières de la haute société, il n'était ni naïf ni idiot, comme certains le pensaient. C'était un fin stratège en politique. Il parvint à survivre parmi les dangers et les complots et prouva qu'il n'était pas dépourvu du sens des réalités. Au cours des siècles, certains ont considéré les contradictions de son caractère comme de graves insuffisances, pendant que ses admirateurs y voyaient une preuve de sa complexité et de son humanité. Sa gaieté et son apparente insouciance voisinaient avec une profonde capacité de réflexion, une jeunesse d'esprit et une grande sagesse et maturité. Son ami, le célèbre poète huguenot Agrippa d'Aubigné, dit à son propos « La France a perdu en lui le plus grand roi qu'elle ait jamais connu. Il n'était pas sans défaut, ni sans doute, mais en échange, il possédait des vertus inégalables. Il lui fallut une détermination, une ténacité, une patience et un charisme extraordinaires pour tirer son pays du cercle vicieux de l'autodestruction. Il fallait aussi une vision, une intégrité et le sens du compromis pour reconstruire un État déchiré par la guerre. Henri pensait que Dieu l'avait appelé pour être roi, rétablir la paix et la prospérité dans son pays bien-aimé. Il n'était pas un homme parfait, mais il répondit à l'appel et accomplit son destin.